Un homme est enchaîné pour un crime que, il jure n'avoir pas commis. Les habitants de la colonie réclament la corde. Mais une jeune femme voit ce que personne des autres ne veut admettre. Ce qu'elle s'apprête à découvrir pourrait déchirer la ville entière. Dans la bourgade poussiéreuse de Val-des-Rochers, en 1875, la chaleur estivale pesait lourdement sur les plaines sauvages. L'établissement, vieux d'à peine 10 ans, reposait précairement à la lisière des territoires ancestraux, témoignage de la paix fragile qui régnait sur la frontière. Aigle Noir, un jeune guerrier respecté parmi les siens pour sa droiture et son adresse équestre, fut traîné en ville par 3 hommes à cheval. Ses mains étaient liées, son visage tuméfié, mais son esprit demeurait indomptable alors que il le tirait vers le poste de police. Le connétable Thomas Mercier, un homme qui avait vu assez de violence pour plusieurs vies, observait la scène depuis le porche de son bureau. La foule commençait à s'amasser, les murmures accusateurs se propageant dans l'air brûlant de tel après-midi. On l'a trouvé près de la ferme des Gagnons, annonça Jacques Cloutier, le meneur des cavaliers, encore essoufflé. Or a disparu et le vieux Gagnon respire à peine. Les yeux sombres des Aigles Noirs restaient fixés sur l'horizon. J. et trouvé homme blanc déjà blessé. J. essayait de aider. Garde tes salades, le sauvage, cracha Cloutier en le poussant brutalement. On connaît ton espèce. Le connétable Mercier soupira, son visage buriné ne trahissant aucune émotion. À 55 ans, il avait passé les 15 dernières années à tenter de maintenir l'ordre sur une terre où la paix était aussi rare que la pluie. Emmenez-le à l'intérieur, ordonna-t-il en désignant la cellule. Et toi, Cloutier, dis à tes gars de disperser cette foule. La dernière chose dont on a besoin, c'est de parler de lynchage. À l'intérieur du petit poste de police, avec ses 2 cellules et son mobilier spartiate, Mercier étudia le prisonnier. Aigle Noir se tenait droit malgré ses liens, sa silhouette élancée ne trahissant aucune peur. Tu parles bien notre langue, nota Mercier en retirant les cordes de ses poignets pour les remplacer par des fers fixés au mur. Les missionnaires ont instruit, répondit simplement Aigle Noir. Je n'ai pas fait de mal aux colons. Mercier hocha la tête, sans prendre parti. Le procès est dans 3 jours. Le juge Lefebvre passera par ici. Il verrouilla la porte de la cellule. Ici là, tu restes tranquille. À la tombée du jour, Camille, la fille du connétable, arriva avec un plateau de nourriture. À 22 ans, elle possédait la force tranquille de son père et le regard doux de sa défunte mère. Élevée sur la frontière, éduquée par des livres que son père commandait dans la grande ville, elle possédait un sens de la justice qui la mettait parfois en porte-à-faux avec les sentiments de la communauté. Père, et apportez le souper, appela-t-elle en posant le plateau sur le bureau. Son regard dériva vers la cellule où Aigle Noir était assis, immobile. C'est autochtone dont on dit que t'il a attaqué Monsieur Gagnon, demanda-t-elle doucement. Mercier acquiesca. C'est ce que ils disent. Et toi, qu'en penses-tu? Insista Camille. Son père leva les yeux de sa paperasse. Ce que je pense n'a pas d'importance. La loi dit que il a droit à un procès. Camille approcha prudemment de la cellule. Aigle Noir leva les yeux, son regard noir croisant le sien sans hostilité. Vous devez avoir faim, dit-elle en glissant une assiette par la petite ouverture de la porte grillagée. Aigle Noir hésita avant de prendre la nourriture. Merci, dit-il simplement. Camille, observa un instant. Avez-vous fait? Demanda-t-elle soudainement, attirant un regard sévère de son père. Camille. Avertit Mercier. Non, répondit Aigle Noir, la voix assurée. Je chassais quand ai entendu un coup de feu. Et trouvé homme en sang. Essayé d'arrêter hémorragie avec mes mains. Il baissa les yeux sur ses mains tachées. Puis ses cavaliers sont arrivés. Camille soutint son regard, cherchant la vérité. Quelque chose dans cette fixité inébranlable la poussa à le croire. Camille, ça suffit, elle interrompit son père. Rentre à la maison maintenant. Yittery joins bintot. Plus tard dans la nuit, alors que Camille se préparait à se coucher dans leur petite maison à orée de la ville, elle ne parvenait pas à chasser le visage du prisonnier de son esprit. Son père entra, retirant son chapeau et son insigne avec un lourd soupir. Tu ne devrais pas parler au prisonnier comme ça, dit-il en installant dans son fauteuil près de l'âtre. Je ne pense pas que qu'il soit coupable, répliqua Camille. Il n'a pas un menteur. Mercier se frotta le front. Ça n'a aucune importance. La ville a déjà décidé qu'il est coupable. Cloutier raconte partout que ils ont pris la main dans le sac. Et tu crois Jacques Cloutier? Demanda Camille, incrédule. Le même homme qui a essayé d'escroquer la famille Boucher pour leur terre en dernier?
Ce que je crois ne change rien au fait, contre à son père. Il y a un homme blessé, de L hors manquant et un autochtone trouvé sur les lieux. Le juge Lefebvre N. est pas connu pour sa sympathie envers eux. Camille se détourna, regardant par la fenêtre vers les collines lointaines. Ce n'est pas juste. Peu de choses le sont dans ce monde, répondit doucement son père. Essaye de dormir. Mais le sommeil fuyait Camille cette nuit-là. Elle se tourna et se retourna, hantée par la pensée un innocent pendu pour un crime que Hélène n'avait pas commis. Au matin, elle avait pris la décision en savoir plus. Le lendemain, alors que son père était occupé par sa ronde, Camille se rendit chez Martine Gagnon, à la ferme paternelle. La petite maison était silencieuse, les voisins se relayant au chevet de tel homme blessé. « Comment va-t-il » demanda Camille alors que Martine accueillait à l'intérieur. « Toujours inconscient » répondit Martine, les yeux rougis par les pleurs. Le médecin dit que il se réveille, ce sera un miracle. Camille posa une main réconfortante sur le bras de la femme. « Je suis tellement désolée, Martine. » Et apporter du pain et des confitures. Alors qu'elle asseyait à la table de la cuisine, Camille aborda le sujet avec précaution. « Ton père a-t-il pu dire quelque chose sur ce qui s'est passé » Martine secoua la tête. « Rien. On l'a trouvé près du ruisseau, là où il cache le coffre. Il était vide. » Sa voix se durcit. « Ce sauvage a pris tout ce que nous avions économisé. » Camille choisit ses mots avec soin. « Le prisonnier prétend avoir trouvé ton père déjà blessé. Il essayait de l'aider. » Expression de Martinez, assombrie. Bien sûr il dirait ça. Ils sont tous des menteurs. Essuya les yeux. Jacques et ses hommes l'ont vu là-bas, les mains couvertes de sang. Jacques Cloutier demanda Camille, essayant de garder un ton neutre. C'est lui qui a trouvé ton père? Lui et ses hommes passaient près de notre propriété, expliqua Martine. Ils ont entendu un coup de feu et sont allés voir. Ils ont trouvé cet Indien debout au-dessus de papa. Le coffre ouvert à côté de lui. Camille hocha la tête, pensive. Je vois. Et ont-ils mentionné avoir vu un des autres dans les environs? Martine parrot confuse. Pourquoi y aurait-il eu un des autres? Ils ont attrapé le coupable. En quittant la ferme des Gagnons, les soupçons de Camille ne firent que grandir. Elle décida de se rendre elle-même sur les lieux du crime. Chevauchant sa jument le long du ruisseau qui bordait la propriété, elle trouva l'endroit assez facilement. Du sang séché tachait encore le sol rocailleux près de l'eau. Camille mit pied à terre. En examinant soigneusement la zone, quelque chose attira son regard. Un petit morceau de tissu accroché à un buisson épineux tout proche. Il était trop fin pour appartenir à un guerrier des plaines qui portait généralement du daim ou du coton simple. Était un morceau des étoffes de gilet à motif, le genre porté par les citadins. Le cœur battant, Camille glissa le tissu dans sa poche et continua ses recherches. Près un amas de rochers, elle trouva plusieurs empreintes de bottes, bien différentes des traces de mocassins qu'aurait laissé Aigle Noir. En les suivant, elle découvrit qu'elle ne menait pas vers le territoire tribal, mais revenait vers la ville. Alors que le soleil commençait à se coucher, Camille se hâta de retourner à Val-des-Rochers, esprit en ébullition. Une théorie prenait forme, mais elle avait besoin de plus de preuves avant de pouvoir approcher son père, et le temps jouait contre Aigle Noir. De retour en ville, elle remarqua Jacques Cloutier et ses amis buvant devant l'auberge. La voix forte de Cloutier portait à travers la rue. « Demain soir, on pourrait bien épargner à la ville les frais d'un procès, » fanfaronnait-il. « Ces gens-là doivent apprendre qu'ils ne peuvent pas venir sur nos terres et prendre ce qu'ils veulent. » Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il prévoyait de lyncher Aigle Noir, et avec le juge qui arrivait que le lendemain soir, il n'y aurait aucune justice s'il réussissait. Elle courut au poste de police, trouvant son père se préparant pour sa garde de nuit. « Il parle de lynchage », dit-elle sans préambule. L'expression de Mercier assombrie. Cloutier. Camille acquiesca. Demain soir. Père, je ne pense pas que Aigle Noir soit coupable. Et trouvé quelque chose au ruisseau. Je ne veux pas l'entendre, elle interrompit son père. Et je ne veux pas que tu te mêles de cette affaire plus longtemps. C'est dangereux, Camille. Mais, pas de mais, dit-il fermement. Je m'occuperai de Cloutier et de ses hommes. Toi, reste à l'écart. Camille se mordit la lèvre, sachant que toute discussion était futile. Mais en quittant le poste, elle jeta un coup d'œil en arrière vers Aigle Noir, qui observait silencieusement depuis sa cellule. Leurs regards se croisèrent brièvement et, à cet instant, elle prit sa décision. Avec ou sans l'aide de son père, elle découvrirait la vérité. Dès demain soir,
nous pourrions bien éviter au village la peine d'un procès, fanfaronnait-il. Ces sauvages doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas débarquer sur nos terres et se servir comme bon leur semble. Camille sentit un frisson glacé lui parcourir aile et échine. Il projetait de lyncher Aigle Noir, et comme le juge N était attendu que le lendemain soir, il n'y aurait aucune justice s'ils parvenaient à leur fin. Elle se précipita vers le poste de police, où elle trouva son père préparant son tour de garde. On parle de lynchage, annonça T.L. sans préambule. L'expression de Mercier assombrie. Cloutier. Camille acquiesça. Demain soir. Père, je ne crois pas que Aigle Noir soit coupable. J. ai trouvé quelque chose près du ruisseau. Je ne veux rien entendre, elle interrompit son père. Et je ne veux pas que tu enquêtes davantage sur cette affaire. Est trop dangereux, Camille. Mais, pas de mais, trancha T.il fermement. Je m'occuperai de Cloutier et de ses hommes. Toi, tu restes à l'écart. Camille se mordit la lèvre, sachant que toute discussion était inutile. Mais en quittant le poste, elle jeta un coup d'œil vers Aigle Noir, qui elle observait en silence depuis sa cellule. Leurs regards se croisèrent brièvement et, à cet instant, sa décision fut prise. Avec ou sans l'aide de son père, elle ferait éclater la vérité. La nuit tomba sur Val-des-Rochers, mais la détermination de Camille ne fit que se renforcer. La justice exigeait rien de moins, même si cela signifiait défier son père et la ville entière. Le matin apporta une agitation inhabituelle. Camille se leva aux aurores, elle l'esprit fixé sur un plan périlleux qui elle avait tenu éveillé une bonne partie de la nuit. Elle s'habilla avec soin, choisissant des vêtements pratiques qui n'attiraient pas l'attention, et glissa le pistolet de rechange de son père dans sa poche. Hélène avait tiré qu'une poignée de fois lors des entraînements, mais le poids de l'arme lui donnait du courage. Le connétable Mercier était parti avant l'aube pour vérifier la ferme des Gagnons, laissant son adjoint, François Simon, garder le poste. Camille connaissait bien François. Il était jeune, facilement distrait, et nourrissait pour elle une admiration mal dissimulée qui le rendait malléable à ses demandes. Les rues étaient relativement calmes alors qu'elle se dirigeait vers la pension où logeait Jacques Cloutier. Elle savait qu'il louait une chambre au-dessus du magasin général et que, à cette heure, il dormait probablement encore, cuvant le whisky de la veille. Camille monta les escaliers arrière sans faire de bruit, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. C'était imprudent, peut-être même insensé, mais elle ne pouvait se défaire de la conviction que Aigle Noir était innocent. La porte de Cloutier n'était pas verrouillée. Peu de gens à Val-des-Rochers embarrassés de serrure. Elle se glissa à l'intérieur, retenant son souffle en voyant la silhouette massive de Cloutier affalée en travers du lit, ronflant bruyamment. La petite pièce empestait le tabac froid et la sueur rance. Le regard de Camille balaya l'espace, cherchant tout ce qui pourrait relier homme au vol de Monsieur Gagnon. Une sacoche de sel gisait négligemment dans un coin. Se déplaçant en silence, Camille agenouilla à côté et souleva délicatement le rabat. À l'intérieur, elle trouva quelques effets personnels, des munitions, et puis son souffle se coupa, une petite bourse en cuir. En ouvrant, elle découvrit plusieurs pièces d'or et un morceau de papier plié qui ressemblait à un reçu bancaire. Mon Dieu, chuchota T.L. Cela devait faire partie des économies des Gagnons. Une latte du plancher gémit sous son pied alors qu'elle changeait de position. Cloutier remua, grommelant dans son sommeil. Camille se figea, sa main se portant instinctivement vers le pistolet dans sa poche. Après un instant interminable, les ronflements reprirent, et elle remit soigneusement la bourse en place, mémorisant sa position. Alors qu'elle se tournait pour partir, quelque chose attira son attention, un gilet suspendu à un crochet près de la porte. Il manquait un petit morceau de tissu sur un des bords. Les doigts tremblants, Camille sortit le lambeau qu'elle avait trouvé près du ruisseau. Était une correspondance parfaite. Elle en avait assez vu. Se glissant dehors aussi silencieusement qu'elle était entrée, Camille se hâta vers le poste de police, esprit en ébullition. Elle avait une preuve maintenant, ou du moins de quoi jeter un doute sérieux sur la culpabilité des Aigles Noirs. Mais serait-ce suffisant pour convaincre son père? Pour sauver le guerrier de la corde, ou pire, de la foule menée par Cloutier? Au poste, l'adjoint Simon leva les yeux, surpris, lorsqu'elle fit irruption. Mademoiselle Camille, tout va bien? Camille se composa un visage serein, offrant un sourire rassurant. Oui, François. Ai apporté le petit déjeuner pour le prisonnier. Elle montra un panier qu'elle avait préparé plus tôt. Père M a demandé de vérifier que tout allait bien pendant qu'il est chez les Gagnons. François hésita. Le connétable ne n'a rien dit. Était une décision de dernière minute, elle interrompit avec douceur. Tu sais combien il se soucie que les prisonniers soient nourris convenablement. Même les Indiens.
Après un moment, François hocha la tête. Je suppose que est bon. J était justement sur le point d'aller chercher du café à l'auberge. J était debout toute la nuit. C'était parfait, alors, dit Camille avec entrain. Bah si. J attendrai ici jusqu'à ton retour. Dès que l'adjoint fut sorti, Camille se précipita vers la cellule des Aigles Noirs. Le guerrier était déjà réveillé, assis en tailleur sur le sol, le dos droit malgré la lourde chaîne qui le reliait au mur. Je n'ai pas beaucoup de temps, dit Camille avec urgence. Je crois que vous êtes innocent. Le visage des Aigles Noirs resta impassible, mais ses yeux trahirent sa surprise. Pourquoi croiriez-vous un Indien plutôt que les vôtres? Parce que j'y ai trouvé des preuves, répondit-elle en jetant un coup d'œil nerveux vers la porte. Jacques Cloutier a hors du coffre des Gagnons. Et j'y ai trouvé un morceau de son gilet sur les lieux du crime. Je pense qu'il a tiré sur monsieur Gagnon et volé argent, puis vous a fait porter le chapeau quand vous êtes arrivé par hasard. Une lueur des émotions traversa le regard des Aigles Noirs. Vous risquez beaucoup pour m'aider. Camille acquiesca. Cloutier prévoit un lynchage ce soir. Mon père essaiera de l'arrêter, mais Hélène n'avait pas besoin de terminer sa phrase. Tous deux savaient comment ces situations finissaient souvent dans les villes frontalières. Ne pouvez-vous pas dire à votre père ce que vous avez trouvé? Demanda Aigle Noir. Je le ferai, mais il est lié par la loi. Même avec mes preuves, il devra attendre le juge. Et Cloutier a des amis. Ils n'attendront pas la justice. La voix de Camille tomba dans un murmure. Je dois vous faire sortir ici. Les yeux des Aigles Noirs écarquillèrent légèrement. Vous me libéreriez? Il vous pendrait pour un tel acte. Pas si nous sommes prudents, insista Camille. Mon père garde une clé de rechange dans son bureau. Une fois libre, vous pourrez vous échapper vers votre peuple jusqu'à ce que je puisse convaincre mon père de la vérité. Le guerrier étudia son visage. Pourquoi risqueriez-vous tout pour un étranger? Pour un Indien? Camille soutint son regard fermement. Parce que la justice importe plus que la peur, plus que les préjugés. Elle hésita. Ma mère a enseigné cela avant de mourir. Elle croyait que tous les hommes méritaient un traitement équitable, peu importe la couleur de leur peau. Aigle Noir hocha lentement la tête. Votre mère était sage. Après un moment, il ajouta, si je m'échappe, votre peuple blâmera tous les Comanches. Cela pourrait amener la guerre à ma tribu. Camille n'avait pas envisagé cela. La colère de la ville serait effectivement dirigée contre tous les siens si Aigle Noir enfuyaient. Alors nous avons besoin de plus qu'une évasion, dit-elle pensivement. Nous avons besoin d'une preuve qui ne peut être niée. À cet instant, ils entendirent des pas approcher. Camille éloigna rapidement de la cellule, feignant d'arranger la nourriture sur une petite table alors que l'adjoint Simon revenait. C'était rapide, François, dit-elle en forçant un sourire. J'y avais oublié mon argent, répondit-il en la regardant avec suspicion. Vous parliez au prisonnier? Je lui disais juste de manger pendant que c'était chaud, répondit Camille avec aisance. Je devrais y aller maintenant. Père attend. Tout au long de la journée, l'esprit de Camille travailla fiévreusement à un plan. Elle devait rassembler des preuves plus concrètes contre Cloutier avant la tombée de la nuit. La foule ferait probablement son mouvement après le crépuscule, et elle avait précieusement peu de temps. Son opportunité se présenta lorsqu'elle aperçut Cloutier et deux de ses amis, Michel Danton et Henri Pierre, se dirigeant vers l'auberge en fin d'après-midi. Agissant avec célérité, elle retourna dans la chambre de Cloutier, cette fois avec un dessein plus précis. Le cœur battant, elle retrouva la bourse et en soustraya une unique pièce or ainsi que le document plié. Ce n'était pas du vol, se dit-elle pour se rassurer, c'était une saisie de preuves. En examinant le papier plus attentivement, elle vit que Tilès agissait un reçu de retrait de la banque de la ville voisine de Saint-Marc, libellé au nom Arthur Gagnon pour la somme de $50, daté à peine 3 jours plus tôt. Cela ne pouvait provenir que de tel argent volé. Ensuite, Camille se dirigea vers l'écurie où Cloutier gardait sa monture. Le garçon des écuries, Thomas, balayait le sol lorsqu'elle arriva. « Bonjour, mademoiselle Mercier », la salua-t-il. « Vous cherchez votre jument ?»« En fait, Thomas, je me posais des questions sur le cheval de monsieur Cloutier, » répondit Camille d'un ton détaché. « Est-ce qu'il est allé vers la ferme des Gagnons le jour où monsieur Gagnon a été blessé ?» Thomas se gratta la tête. « Oui, c'est bien ça. Lui, Michel et Henri sont partis tôt le matin. Ils ont dit qu'ils allaient à la chasse, mais ils sont revenus tout excités d'avoir attrapé cet Indien. As-tu remarqué quelque chose d'inhabituel à leur retour ?» Le garçon réfléchit un instant. « Eh bien,
Les sacoches de M. Cloutier semblaient plus lourdes et... Il baissa la voix. J. ai vu du sang sur sa manche. Il a dit que était en aidant M. Gagnon, mais il agissait bizarrement. Nerveux, comme... Camille remercia le garçon et lui glissa une pièce pour des bonbons, lui faisant jurer de garder le secret sur leur conversation. Les pièces du puzzle s'assemblaient, mais elle avait encore besoin d'un moyen de confondre Cloutier avant que la foule ne se rassemble. Alors que le soleil commençait à décliner, Camille prit sa décision. Elle devait agir avec audace et rapidité. Elle courut chez elle et coucha par écrit tout ce qu'elle avait découvert dans une lettre qu'elle scella et adressa au juge Lefebvre. Il lui arrivait quelque chose, au moins la vérité finirait par éclater. Elle se rendit ensuite au poste de police, où elle trouva son père de retour. Le connétable Mercier semblait épuisé, les rides de son visage plus creusées que des ordinaires. « Camille, que fais-tu ici ? Je avais dit de rester à la maison ce soir. »« Père, je dois te parler d'urgence, » dit-elle, la voix basse mais ferme. Est à propos de l'agression de M. Gagnon. Mercier soupira lourdement. « Je n'ai pas le temps pour ça. Cloutier a monté la moitié de la ville contre nous. Ai envoyé chercher des renforts au fort, mais ils n'arriveront pas avant demain. Et justement pour cela que tu dois écouter maintenant, insista Camille. Jacques Cloutier est le vrai criminel. Il a tiré sur M. Gagnon et volé l'argent, puis il a piégé Aigle Noir quand celui-ci a essayé d'apporter son aide. Son père la dévisagea, incrédule. Est une accusation grave, Camille. Quelle preuve pourrais-tu bien avoir ? Camille produisit la pièce des or et le reçu bancaire. Ai trouvé ceci dans la chambre de Cloutier. Le reçu provient du retrait récent de M. Gagnon, et Thomas, à écurie, a vu du sang sur la manche de Cloutier quand il est rentré ce jour-là. Le connétable examina les objets, expression grave. Même si c'est vrai, je ne peux pas arrêter un homme sur la base de preuves obtenues par ma fille en entrant par effraction dans sa chambre. La loi ne fonctionne pas ainsi. Alors qu'en est-il de ceci ? Camille sortit le lambeau de tissu. Ai trouvé ça au ruisseau, là où M. Gagnon a été abattu. Ça correspond exactement au gilet de Cloutier. Son père prit le tissu, le retournant entre ses doigts. Ce n'est toujours pas suffisant, Camille. Pas pour un tribunal. Ce le serait si M. Gagnon se réveillait et identifiait son agresseur, argumenta Camille. Mais il ne s'est pas réveillé, répondit Mercier avec lassitude. Et le docteur pense qu'il ne le fera pas. Camille sentit le désespoir monter en elle. Alors au moins, déplace Aigle Noir dans un endroit sûr jusqu'à l'arrivée du juge. S'il te plaît, père. Le connétable étudia le visage de sa fille, voyant la détermination dans ses yeux. Après un long moment, il hocha lentement la tête. Je vais y réfléchir. Mais pour l'instant, tu dois rentrer et y rester. Mais Camille avait aucune intention de rentrer. Alors que l'obscurité tombait sur Val-des-Rochers, elle se glissa derrière le poste de police, observant et attendant. Comme elle le craignait, l'horloge de la ville sonna 9 heures, elle vit un groupe d'hommes se rassembler près de l'auberge. Cloutier était au centre, sa voix portant dans l'air nocturne alors qu'il haranguait sa milice improvisée. Camille savait que le temps était écoulé. Elle devait agir maintenant. À la faveur des ténèbres, Camille se dirigea vers entrée arrière du bâtiment. Son père avait renforcé avant avec adjoint Simon et 2 autres hommes de confiance, anticipant que la foule de Cloutier approcherait par la rue principale. La porte arrière, accessible par une ruelle étroite, restait non gardée. Les mains de Camille tremblaient alors qu'elle sortait la clé de rechange qu'elle avait prise dans le tiroir du bureau de son père plus tôt dans la journée. Le métal semblait glacé contre sa paume, un rappel physique de la ligne qu'elle s'apprêtait à franchir. Faire évader un prisonnier n'était pas seulement dangereux. C'était un crime qui pouvait la conduire derrière les barreaux, ou pire. Il n'y a pas d'autre moyen, murmura-t-elle pour elle-même, rassemblant son courage. La serrure tourna avec un déclic feutré, et Camille se glissa à l'intérieur. Le poste était faiblement éclairé par une unique lampe à huile, projetant de longues ombres sur le plancher usé. Elle pouvait entendre des voix étouffées venant de la pièce avant où son père était stationné. Se déplaçant silencieusement, elle approcha de la cellule des Aigles Noirs. Le guerrier était alerte, déjà debout comme il avait attendu. Ses yeux sombres reflétaient la lumière de la lampe lorsqu'ils croisèrent les siens. « Vous ne devriez pas être ici, » dit-il doucement. « La foule de Cloutier se rassemble, » répondit Camille, la voix à peine plus haute qu'un murmure. « Il y a au moins 15 hommes, et ils ont bu. Mon père ne pourra pas les retenir longtemps. » Elle sortit une autre clé, celle-ci prise au crochet dans le bureau de son père. « Je vais vous libérer. Il y a un cheval qui attend derrière la forge.
Vous pouvez chevaucher vers le nord. Suivez le ruisseau jusqu'à ce que vous atteigniez votre territoire. Aigle Noir secoua la tête lentement. Si je fuis, cela ne fera que confirmer ma culpabilité à leurs yeux. La paix entre mon peuple et le vôtre est fragile. Cela pourrait déclencher une guerre. Et si vous restez, vous mourrez, argumenta Camille, la frustration perçant dans sa voix. Est-ce cela que vous voulez? Ce que je veux, répondit Aigle Noir avec calme, c'est la justice. La vraie justice. Leur conversation fut interrompue par des éclats de voix venant de elle, avant du poste. La foule de Cloutier était arrivée. Mercier. La voix de Cloutier tonna dans la nuit. Livre-nous indien. On sait ce qu'il y a à faire. Camille entendit la réponse mesurée de son père, bien qu'elle ne pût distinguer les mots exacts. La tension dans elle était palpable. Nous n'avons pas le temps pour ça, siffla-t-elle, apprêtant à déverrouiller la porte de la cellule. Une fois qu'ils auront forcé le passage. Attendez, elle interrompit Aigle Noir. Son expression était pensive. Vous avez dit avoir des preuves contre Cloutier. Camille acquiesça. Oui, mais pas assez. Passant que M. Gagnon se réveille pour elle identifier. Alors peut-être avons-nous besoin que Cloutier se dévoile lui-même, suggéra Aigle Noir. Parmi mon peuple, un homme coupable trahit souvent son propre cœur lorsqu'il est acculé. Camille le fixa, la compréhension se faisant jour. Vous voulez dire, le piéger pour qu'il avoue? Un tumulte venant de la pièce avant les interrompit. Le bruit de verres brisés et des cris de colère. La foule agitait. Mercier, tu as 5 minutes pour nous le donner ou on entre. Hurla Cloutier. Aigle Noir fixa Camille un regard intense. Me faites-vous confiance? Oui, répondit-elle sans hésitation, se surprenant elle-même par sa certitude. Alors laissez-moi leur faire face, dit-il. Mais restez proches. Camille hésita, puis acquiesça, prenant une décision rapide. Pas enchaîner au mur. Ce serait vous livrer au lynchage. Elle déverrouilla ses fers, le laissant libre de ses mouvements à l'intérieur de la cellule. Je serai prêt. Elle se glissa vers la pièce avant, se positionnant dans l'ombre du couloir D, où elle pourrait voir et entendre ce qui se passait. Son père se tenait résolu devant la porte du poste, son fusil de chasse en travers de la poitrine. Elle adjoint Simon et 2 éleveurs locaux le flanquaient, créant une barrière humaine. Cloutier se tenait sur le porche, soutenu par une horde de villageois en colère. Beaucoup tenaient des torchers, projetant une lueur infernale sur la scène. Des autres portaient des fusils ou des cordes. Ce n'est pas la justice, Cloutier, dit fermement le connétable Mercier. C'est un meurtre. Le juge arrive demain. Indien aura son procès comme la loi l'exige. La loi, cracha Cloutier. La loi ne s'applique pas aux sauvages. La loi ne s'applique pas aux sauvages qui ont tué Gagnon pour son or. Nous savons tous que le juge se contentera de expédier dans une réserve. Ce n'est pas la justice. Camille vit le visage de son père se durcir. Personne est mort pour instant. Gagnon est encore en vie. À peine. Hurla quelqu'un dans la foule. Le toubib dit il ne passera pas la nuit. Raison de plus pour attendre, argua Mercier. Si Gagnon meurt, c'est la corde assurée. Mais tant qu'il y a une chance qu'il se réveille et nous dise ce qui s'est passé, je ne vous laisserai pas faire la loi vous-même. Le visage de Cloutier se tordit de rage. Assez parlé. Il se tourna vers la foule. Les gars, on prend cet Indien une manière ou une autre. La tension rompit alors que plusieurs hommes avançaient. Mercier leva son fusil de chasse, le pointant directement sur la poitrine de Cloutier. Un pas de plus et jeté, à bas sur place, Jacques. La foule hésita, mais Camille pouvait voir la soif de sang dans leurs yeux. Il en faudrait pas beaucoup pour les pousser à irréparables. Elle devait agir maintenant. Sortant de l'ombre, elle avança dans la lumière. Monsieur Cloutier est bien pressé de voir Aigle Noir pendu, déclara-t-elle une voix claire. Peut-être parce qu'il a peur de ce qui pourrait arriver si Monsieur Gagnon se réveillait. Tous les yeux se tournèrent vers elle. L'expression de son père passa du choc à la colère. Camille, rentre à l'intérieur. Non, père, répondit-elle fermement. Ces hommes méritent de connaître la vérité. Elle leva le reçu bancaire et la pièce or. J'ai trouvé ceci dans la chambre de Monsieur Cloutier aujourd'hui. Cela provient du coffre de Monsieur Gagnon. Le visage de Cloutier blêmit un instant avant de rougir de colère. C'est un mensonge. Elle invente tout ça pour protéger ce sauvage. Vraiment? Riposta Camille. Alors comment expliquez-vous le morceau de votre gilet que j'ai trouvé au ruisseau, là où Monsieur Gagnon a été abattu?
Le même ruisseau où vous prétendez être tombé par hasard sur Aigle Noir. Des murmures parcoururent la foule. Certains hommes baissèrent leur torchets, elle incertitude remplaçant leur conviction première. Espèce de petite. Cloutier élança vers Camille, mais fut stoppé net par le canon du fusil de Mercier pressé contre sa poitrine. Doucement, Jacques, avertit le connétable, sa voix des un calme mortel. Est à ma fille que tu parles. Cloutier força un rire nerveus. Vous allez tous écouter les histoires délirantes d'une gamine? Elle a un faible pour les Indiens depuis que sa mère lui a rempli la tête avec ses bêtises de charité chrétienne. Ce n'est pas seulement sa parole, éleva une nouvelle voix. Toutes les têtes se tournèrent alors que Aigle Noir émergeait du couloir, se tenant droit malgré sa récente captivité. Je t'ai vu, Cloutier. Je chassais quand ai entendu le coup de feu. Je t'ai vu tirer sur Gagnon par derrière, prendre son or et d'enfuir. Je suis allé aider homme blessé. C'est là que tes amis ont trouvé. Il est libre. Cria quelqu'un. Plusieurs hommes levèrent leurs armes. Baissez vos armes. Commander Mercier. Il n'est pas armé. Les yeux de Cloutier dardaient entre Camille, Aigle Noir et la foule de plus en plus incertaine. Il ment. Vous allez croire la parole un Indien contre la mienne? Je le croirais, moi, vint une autre voix du fond de la foule. Les hommes écartèrent pour révéler le docteur Renard soutenant un Arthur Gagnon pâle et conscient. Un halètement collectif traversa assemblée. Gagnon avait l'air terrible, le visage gris de douleur, un bandage autour de la tête, mais ses yeux étaient clairs et fixés sur Cloutier avec une reconnaissance indubitable. C'était Jacques, dit Gagnon, la voix faible mais déterminée. Il à tirer dans le dos. Il me croyait mort, imagine. La dernière chose dont je me souviens avant de sombrer, est de voir ce garçon indien essayer d'arrêter mon saignement. L'atmosphère changea instantanément. Les hommes qui, quelques instants plus tôt, réclamaient le sang des Aigles Noirs, tournaient maintenant des regards accusateurs vers Cloutier. Espèce de traître, grogna un des éleveurs. Arthur Gagnon avait jamais fait de mal. La main de Cloutier glissa vers son pistolet. Vous n'êtes que des imbéciles. Vous croyez un homme à moitié mort et un sauvage? Ne fais pas ça, Jacques, avertit Mercier, son doigt se resserrant sur la gâchette. Pendant un instant, il sembla que Cloutier allait dégainer quand même. Puis, avec le désespoir d'un animal acculé, il se jeta sur le côté, agrippant Camille et la tirant contre lui comme bouclier, son pistolet pressé contre sa tempe. Lâche le fusil, Mercier. Exigia Cloutier. Ou ta fille se prend une balle en pleine tête. La foule se dispersa, cherchant un abri où elle pouvait. Mercier abaissa son arme lentement, ses yeux ne quittant jamais le visage de sa fille. Laisse-la partir, Jacques, dit-il, la voix stable malgré la peur évidente dans son regard. Ça ne finira pas bien pour toi. La ferme, aboya Cloutier en reculant vers la rue, traînant Camille avec lui. Je pars d'ici, et elle vient avec moi jusqu'à ce que je sois en sécurité. Si quelqu'un me suit, elle meurt. Le cœur de Camille martelait dans sa poitrine, mais elle se força à rester calme. Le bras de Cloutier lui écrasait la gorge, le pistolet appuyé douloureusement contre sa tête. Alors que il la traînait en arrière, elle croisa le regard des Aigles Noirs. L'expression du guerrier était impénétrable, mais quelque chose passa entre eux, une compréhension tacite. Tu n'iras pas loin, prévint Mercier en faisant un pas prudent en avant. Recule. Hurla Cloutier, la panique perçant dans sa voix. Il continua de reculer, son attention divisée entre le connétable et la foule. Camille sentit la prise de Cloutier se relâcher légèrement alors qu'il négociait une marche pour descendre du trottoir de bois. À cet instant précis, elle passa à l'action, se souvenant de ce que son père lui avait appris des années auparavant. Elle enfonça violemment son coude dans les côtes de Cloutier tout en écrasant son pied de toutes ses forces avec son talon. Cloutier hurla de douleur, sa prise se desserrant juste assez pour permettre à Camille de se dégager par une torsion. Alors qu'elle plongeait au sol, un flou de mouvement attira son regard. Aigle Noir était propulsé en avant avec la vitesse de l'éclair, plaquant Cloutier avant qu'il ne puisse ajuster son tir. Les deux hommes écrasèrent sur la route poussiéreuse, le pistolet de Cloutier se déchargeant inoffensivement dans les airs. Ils luttèrent férocement, mais la jeunesse et la force des Aigles Noirs eurent rapidement raison de l'homme plus âgé. En quelques instants, il avait cloué Cloutier face contre terre, un genou fermement appuyé entre ses omoplates. Mercier se précipita, sécurisant rapidement les mains de Cloutier avec des menottes en fer. Jacques Cloutier, tu es en état d'arrestation pour la tentative de meurtre sur Arthur Gagnon, le vol, et la tentative d'enlèvement de ma fille.
Alors que Cloutier était remis sur ses pieds, le visage tordu par la haine et la défaite, la foule qui était venue chercher du sang murmurait maintenant de choc et de honte. Aigle Noir se tenait tranquillement à l'écart, ses yeux trouvant ceux de Camille, alors que l'adjoint Simon aidait à se relever. « Vous n'êtes pas blessé ?» demanda-t-il doucement. Camille acquiesça, reprenant encore son souffle. « Non, merci. » Merciès approcha des « son expression mélange complexe de fierté, de soulagement et une colère résiduelle. « Tu as pris un risque terrible, dit-il à sa fille. »« Vous deux. »« C'était le seul moyen, père, » répondit Camille. Cloutier aurait jamais avoué autrement. Le connétable se tourna vers Aigle Noir. « Je vous dois des excuses et mes remerciements pour avoir sauvé ma fille. » Aigle Noir hocha la tête solennellement. Aucun homme ne devrait être jugé à la couleur de sa peau, mais à ses actions. Mercier tendit la main. Après une hésitation une seconde, Aigle Noir la serra fermement. Autour des les habitants de la ville observaient, témoins silencieux un moment qui resterait dans les mémoires bien après que l'excitation de la nuit se soit dissipée. Un moment de justice transcendant les préjugés qui avaient failli mener à la tragédie. Alors que la foule se dispersait et que Cloutier était conduit vers la cellule même qu'il avait essayé de forcer, Camille savait que Val-des-Rochers ne serait plus jamais tout à fait la même. La frontière changeait, lentement et douloureusement, un acte de courage à la fois. Le lendemain de l'arrestation de Cloutier, l'aube se leva claire et limpide sur Val-des-Rochers. Camille se tenait sur le porche de la maison paternelle, observant la ville éveillée lentement. Les événements de la veille avaient envoyé une onde de choc à travers la communauté, et elle sentait les regards curieux peser sur elle à chaque passant. Le juge Élie Préfontaine arriva précisément à midi, sa calèche noire soulevant la poussière de la rue principale avant de immobiliser devant le poste de police. Haute silhouette imposante à la barbe blanche impeccablement taillée, Préfontaine jouissait une réputation équité rare dans la magistrature frontalière. Camille observa depuis l'autre côté de la rue son père accueillir le juge et le guider à l'intérieur. Le procès se tiendrait sur le champ, à la manière expéditive de la frontière, dans la petite salle commune de la ville. Camille avait été convoquée pour témoigner, tout comme Arthur Gagnon, Aigle Noir et plusieurs autres témoins du drame. Alors qu'elle marchait vers la salle, Aigle Noir émergea du poste, escorté par l'adjoint Simon. Il n'était plus enchaîné, mais restait sous surveillance jusqu'à la conclusion de la procédure. Leurs regards se croisèrent brièvement à travers la rue poussiéreuse, et Camille sentit un étrange flottement dans sa poitrine à son léger signe de tête. La salle se remplit rapidement. Presque tout Val-des-Rochers était déplacé pour assister à ce jugement inhabituel. Cloutier était assis, renfrogné, à une table, tandis que Aigle Noir prenait place à une autre. Le juge Préfontaine installa à l'avant, appelant la cour improvisée à ordre de 3 coups secs de son maillet. « La séance est ouverte », annonça-t-il, sa voix portant sans effort dans la pièce. « Nous sommes ici pour déterminer la culpabilité ou l'innocence de Jacques Cloutier, accusé de tentative de meurtre sur la personne Arthur Gagnon, de vol, et de tentative d'enlèvement sur mademoiselle Camille Mercier. » Cloutier gardait la tête baissée, son expression dissimulée sous le bord de son chapeau. « Nous sommes également ici pour blanchir formellement le nom du guerrier connu sous le nom Aigle Noir, accusé à tort de ses crimes, poursuivit Préfontaine, provoquant un murmure dans la foule. La procédure avança rapidement. Arthur Gagnon, encore faible mais déterminé, témoigna le premier. Sa voix gagna en force alors qu'il racontait comment Cloutier l'avait approché près du ruisseau, demandant son chemin avant de l'abattre par derrière. « J'y ai reconnu sa voix », affirma fermement Gagnon. « Et quand je suis tombé, j'y ai aperçu son visage avant que tout ne devienne noir. C'est Jacques Cloutier qui m'a tiré dessus, pas cet homme. » Vint le tour de Camille, qui exposa clairement les faits. Elle raconta la découverte de la pièce du reçu bancaire et du morceau de tissu correspondant au gilet de Cloutier. Le juge Préfontaine haussa un sourcil face à ces méthodes, mais ne rejeta pas les preuves. Bien que je ne puisse cautionner l'effraction dans les quartiers des un homme, mademoiselle Mercier, remarqua le juge, votre courage dans la quête de la vérité est louable. Le témoignage Aigle Noir fut peut-être le plus marquant. Il parla simplement et directement de sa découverte de Gagnon blessé et de sa tentative pour lui porter secours. Parmi les miens, nous ne laissons pas un homme blessé mourir, même il est un ennemi, expliqua-t-il. J'y essayais d'arrêter l'hémorragie quand les amis de Cloutier ont trouvé. Ils n'ont pas demandé ce qui était passé. Ils n'ont vu que ma peau et ont décidé que j'y étais coupable. Tout au long des témoignages, Cloutier resta silencieux, refusant de parler pour sa défense. Les preuves contre lui étaient accablantes. Lorsque le juge Préfontaine rendit enfin son verdict,
Personne dans la salle ne sembla surpris. Jacques Cloutier, cette cour vous déclare coupable de tous les chefs des accusations. Vous êtes par la présente condamné à 20 ans de réclusion dans la prison provinciale. Le maillet du juge est abattu avec finalité. Et qu'il soit su que Aigle Noir est lavé de tout soupçon dans cette affaire. Tandis que Cloutier était emmené, la tension dans la pièce se dissipa peu à peu. Les gens commencèrent à sortir, certains arrêtant pour serrer la main des Aigles Noirs ou offrir des excuses maladroites. Camille se tenait à l'écart, observant son père approcher du guerrier. « Vous êtes libre de partir », dit le connétable Mercier en tendant la main. « Bien que je comprenne si vous ne voulez plus rien avoir à faire avec notre ville après la façon dont vous avez été traité. » Aigle Noir serra fermement la main du connétable. La haine naît de la peur et de telle ignorance. C'est la même chose parmi mon peuple. Peut-être que ce qui s'est passé ici peut être un pas vers la compréhension. C'est une façon généreuse de voir les choses, répondit Mercier avec un sourire triste. Vous serez le bienvenu à Val-des-Rochers si le cœur vous en dit. Aigle Noir jeta un bref coup d'œil vers Camille avant de répondre. Je dois d'abord retourner auprès des miens. Ils seront inquiets pour ma sécurité. Mais peut-être reviendrai-je. Alors que la foule se dispersait, Camille approcha des Aigles Noirs, se tenant devant lui dans la lumière de tel l'après-midi. Elle se sentit soudain timide, incertaine de ce qu'elle devait dire à cet homme avec qui elle avait partagé une expérience si intense. « Reviendrez-vous vraiment » demanda-t-elle enfin. Aigle Noir étudia son visage pendant un long moment. « Votre peuple et le mien ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Et je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous, Camille Mercier. » Un sourire tira les lèvres de la jeune femme. « Est-ce un oui ?»« C'est une promesse, » répondit-il solennellement. « Quand la lune sera de nouveau pleine, je reviendrai. » Plus tard cet après-midi-là, Camille se tenait avec son père à l'orée de la ville, regardant Aigle Noir chevaucher vers le nord. Le cheval sous lui était un don d'Arthur Gagnon, un petit signe de gratitude qui avait été accepté avec une dignité silencieuse. « Penses-tu que les choses vont changer, père ?» demanda Camille alors que le cavalier disparaissait derrière une crête lointaine. Après ce qui s'est passé, le connétable soupira, posant une main sur l'épaule de sa fille. Le changement vient lentement dans des endroits comme celui-ci, Camille. L'innocence d'un homme n'effacera pas des années de peur et de méfiance, mais c'est un début. Cloutier avait tant d'amis en ville, songea Camille. Des gens qui ont cru sans poser de questions. Les gens croient ce qui est confortable, répondit son père. Il est plus facile de blâmer l'étranger que de soupçonner son voisin. Il pressa doucement son épaule. Tu as su voir au-delà de ça. Ta mère aurait été fière. Les semaines suivantes apportèrent des changements subtils à Val-des-Rochers. Arthur Gagnon se rétablit suffisamment pour retourner à sa ferme, où il accrocha une amulette de médecine, un cadeau des adieux des Aigles Noirs, à côté de sa porte. L'adjoint Simon fut aperçu étudiant un lexique de la langue locale commandé à la ville, et le juge Préfontaine, avant de repartir pour sa tournée, avait recommandé au gouverneur que Aigle Noir soit nommé officier de liaison entre les colons et les tribus. Camille se plongea dans l'aide qu'elle apportait à son père pour maintenir l'ordre en ville. Mais à mesure que les jours passaient, elle se surprenait à regarder plus fréquemment vers l'horizon nord. Lorsque la pleine lune se leva enfin, projetant sa lumière d'argent sur les plaines, elle est assise sur le porche tard dans la soirée, attendant. Il était près de minuit lorsque un cavalier solitaire apparut au loin. Camille se leva, protégeant ses yeux contre le clair de lune, son cœur accélérant alors que la silhouette approchait. Aigle Noir se tenait droit en selle, sa silhouette inconfondable contre le ciel étoilé. « Vous êtes revenu, » dit-elle simplement lorsqu'il mit pied à terre devant elle. Aigle Noir acquiesça, un rare sourire adoucissant ses traits. « Je tiens mes promesses, Camille Mercier. Et combien de temps resterez-vous » demanda-t-elle, essayant de garder une voix détachée. « Cela dépend, » répondit-il, ses yeux sombres capturant les siens. « De quoi ?»« De il y a une raison de rester. » Camille sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Je pense que vous pourriez trouver plusieurs raisons, » dit-elle doucement. Val-des-Rochers change, lentement peut-être, mais elle change. Aigle Noir regarda par-dessus son épaule vers la ville endormie. Ses fenêtres étaient sombres, à l'exception de celles de l'auberge et du poste de police. Le changement est comme la rivière, dit-il pensivement. Il ne peut être arrêté, seulement guidé. Alors restez et aidez à le guider, suggéra Camille, sa voix gagnant en assurance. Mon père vous respecte. Les gens, écoutent. Ensemble, vous pourriez faire une différence ici. Pendant un long moment, Aigle Noir resta silencieux, considérant ses paroles. Finalement, il acquiesça.
Je resterai quelque temps. » Alors qu'ils marchaient ensemble vers le poste de police, où le connétable Mercier terminait sa ronde nocturne, Camille ressentit un espoir tel qu'elle n'en avait jamais connu auparavant. La route à suivre ne serait pas facile. Les préjugés et la méfiance étaient profondément enracinés des deux côtés. Mais ce soir, sous la pleine lune, tout semblait possible. Le connétable Mercier leva les yeux avec surprise lorsqu'ils entrèrent, son visage buriné illuminant un sourire en reconnaissant le guerrier. « Eh bien, » dit-il en se levant de son bureau. « On dirait que nous avons un visiteur. »« Pas un visiteur, » corrigea doucement Camille. « Un voisin. » Les sourcils de son père se levèrent, mais après un instant, il hocha la tête et tendit une fois de plus la main à Aigle Noir. « Bienvenue à Val-des-Rochers. Pour de bon, cette fois. » Alors que les deux hommes se serraient la main, Camille sut que les événements mis en mouvement par l'avidité un homme et la compassion un autre avaient à jamais altéré le cours de leur petite ville frontalière. Les chaînes des préjugés qui avaient failli coûter la vie à un innocent commençaient à se briser, maillon par maillon. Dehors, la pleine lune poursuivait sa course dans le ciel nocturne, versant sa lumière impartiale sur les terres des colons comme sur celles des tribus, illuminant une frontière qui changeait, un cœur courageux à la fois.